Donc, on va attaquer la leçon numéro 6 qui va porter sur les indirections et donc sur le passage sur la façon dont on passe des arguments à une fonction. On va voir qu'il y a trois façons de faire, un passage par valeur, un passage par pointeur et un passage par référence. D'accord? Donc l'idée c'est dans ce cours de pouvoir présenter ces différentes façons de passer des arguments et voir dans quel cas on utilise tel type et dans quel autre cas on utilise un autre type. Okay. Donc je vais partir d'un exemple, donc d'un exemple de ma to-do list, et pour construire de nouvelles fonctions à ma classe to-dos. Et de cette approche, on va dire un petit peu naïve, parce que ceux qui ont fait déjà la programmation C++ et qui savent ce que c'est une référence ou une valeur ou un pointeur, ils peuvent éventuellement rapidement voir le problème qu'il va y avoir dans ma construction de fonction. Pour ceux qui n'ont jamais vu, bah, suivez bien et vous comprendrez assez rapidement le problème qu'il peut y avoir. Donc, moi, ce que je veux faire, j'ai fait bien évidemment ma classe to-12. Dans ma classe to-12, j'avais un vecteur de tâches. Et puis, j'ai juste fait pour l'instant le constructeur et puis une fonction qui permet d'ajouter une tâche, add, et puis une fonction qui permettait de faire un delete, un effacement d'une tâche. Moi, ce que je veux maintenant, c'est dire, bah, je veux faire une modification d'une tâche. D'accord? Et puis, je vais en faire une toute simple, hein, bien évidemment. Je veux modifier le titre d'une des tâches que j'ai créées. Et donc pour ça, de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai besoin d'écrire une fonction qui va me trouver dans mon vecteur la tâche en question que je veux modifier. Donc là, j'ai pris l'exemple que je veux modifier la tâche dont le titre est by beer et je veux la remplacer par by water. Okay. Donc, je veux pas acheter finalement de bière et je veux acheter de l'eau plutôt. Et donc, j'ai besoin de trouver effectivement cette tâche, récupérer donc une variable to-do qui va contenir ces éléments, modifier ensuite ces éléments de telle manière à avoir non plus de plus avoir l'ancien titre, mais le nouveau titre. Ok. Donc, comment je fais ça? Tout simplement, bah, je vais créer ces deux fonctions, find et update, et qui vont me permettre ainsi de pouvoir réaliser cette modification de titre de ma tâche. D'accord? Bien évidemment, je pourrais avoir exactement la même chose pour une autre fonction update qui modifierait la date, la due date, un autre update qui modifierait la priorité, etc. etc. Là, j'ai pris l'exemple du titre. C'est exactement le même principe pour toutes les fonctions possibles de mise à jour d'une tâche. Donc, je vais rajouter donc dans ma classe to-dos deux fonctions membres publiques, une que je vais appeler find, hein, qui va prendre en paramètre un titre, hein, donc le titre que je vais chercher, en l'occurrence dans un exemple que j'ai évoqué, by beer, et cette fonction find va me renvoyer la tâche to do trouvée dans le vecteur de tâche. Okay. Et puis bien évidemment, une deuxième fonction update, hein, qui va prendre le nouveau titre et qui va l'appliquer à la tâche to do qui elle aussi est passée en paramètre. Ok. Donc si vous regardez, donc ça c'est la déclaration dans le fichier to-dos.h de fonctions publiques, et puis bien évidemment vous avez dans le fichier to-dos.cpp vous avez le code de la fonction find, le code de la fonction update. Le code de la fonction find, si vous vous souvenez ce qu'on a évoqué l'autre jour, je vais utiliser bien évidemment les algorithmes de la STL et pour me permettre en une seule ligne finalement de trouver ce que je veux. Okay. À savoir que je vais utiliser l'algorithme findIf qui prend trois paramètres. Le premier, c'est un itérateur sur le début de l'ensemble du container sur lequel je vais travailler. Le deuxième paramètre, c'est la fin
du container sur lequel je veux travailler. Donc moi, mon container sur lequel je veux travailler, bien évidemment, c'est mon vecteur de to-dos qui est dans ma classe to-dos. J'avais défini comme variable membre en privé un vecteur underscore to-dos, qui est un vecteur de to-do. Donc je vais passer l'intégralité de mon vecteur, de begin jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais chercher? Donc j'utilise la fonction findIf. La fonction findIf, elle prend un troisième paramètre. Ce troisième paramètre, c'est le prédicat de recherche. Et bien évidemment, je vais le faire sous la forme d'une lambda expression, comme j'ai créé l'autre jour dans le cours précédent que je vous ai montré. Donc cette lambda expression, elle prend entre crochets les variables, enfin les éléments à donner, à transmettre à la fonction, donc au scope de la fonction. Donc ici, c'est pas une variable, hein, comme je le disais. L'élément qui nous intéresse, c'est le titre hein, que je vais passer. Le titre qui est ici en paramètre de la fonction find. Donc le titre que je veux chercher dans mon vecteur. Donc je le passe entre crochets. Et puis par contre, en paramètre de ma lambda expression, j'ai bien évidemment un objet qui est de forme to-do, hein, qui est passé sous la forme d'une référence constante. On va vite arriver aux références dans quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Vous comprendrez à ce moment-là l'intérêt d'utiliser cette écriture. Et donc, en idée, ma fonction, ma lambda expression, elle va chacun des objets de mon vecteur to-do, puisqu'on va de begin jusqu'à end. Donc, chacun de ces to-do va être passé en paramètre de lambda expression. Je passe entre crochets le titre, qui est un élément constant sur lequel je vais faire mon test. Et à l'intérieur de la collade ouvrante et de la collade fermante, je fais effectivement ma comparaison entre le titre de chacun de ces objets en appelant la méthode title, qui est la méthode de to-do qui permet de faire un renvoi du titre de la chaîne de caractères. Et ce title, je le compare avec le title qui est passé entre crochets. D'accord? Donc, bien évidemment, à la première fois que un des to-do de mon vecteur underscore to-do a un titre qui est égal au titre passé en paramètre de ma fonction membre find, aux premières fois où ça arrive, je vais avoir dans IT l'itérateur correspondant à cet objet. Alors bien évidemment, je me mets dans le cas où je vais faire une recherche uniquement d'un élément qui a ce titre-là. Je vais considérer que j'en ai qu'un seul qui est dans ce cas-là. Si vous voulez faire quelque chose de plus rigoureux, il faudrait chercher éventuellement faire un find avec plus de paramètres passés, et pas seulement le titre, mais éventuellement le titre et puis autre chose, pour justement n'extraire que l'élément que vous voulez modifier. Ici, moi, je me mets dans un cas simple. Je considère que j'ai qu'une tâche qui a le titre title, et donc je vais extraire. Et donc, bien évidemment, si je trouve un élément comme ça, son index, entre guillemets, sera dans l'itérateur, et je vais retourner le contenu de l'itérateur, c'est-à-dire avec l'opérateur étoile, et donc je vais renvoyer l'élément tout. Okay. Si éventuellement je ne trouve pas une tâche qui a pour titre title, qu'est-ce qui se passe? Je vais renvoyer un itérateur qui correspond à to-do's end, puisque bien évidemment, lorsque je ne trouve pas cet élément, le résultat de findIf renvoie l'itérateur de fin, et donc je vais donc renvoyer quelque chose qui va correspondre à l'itérateur de fin, donc quelque chose qui n'existe pas. Je me suis mis là aussi dans un cas simple où je considère que mon élément il existe, il faudrait effectivement tester s'il n'existe pas. D'accord? Moi, c'est pour vous présenter autre chose, donc je me suis simplifié le code ici. Okay. Donc, maintenant que j'ai trouvé find, maintenant que j'ai find notre fonction find, et donc il va me renvoyer la tâche à modifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma deuxième fonction qui va me faire un update. Hein. Cet update va me prendre en paramètre la tâche to-do que je viens de trouver, et puis le nouveau titre que je veux lui mettre, donc le title que je veux mettre,
Et puis, bien évidemment, j'appelle pour ce to-do la méthode setTitle et je lui passe en paramètre title. Alors la méthode setTitle, j'ai dû l'écrire parce qu'elle n'existait pas dans la classe to-do. On n'en avait jamais évoqué jusqu'à présent le besoin de l'écrire. Ici, j'ai besoin de l'écrire, donc effectivement, je l'écris et c'est ce qui est dans l'encadré en bas à droite. Et donc effectivement, ma classe to-do, si vous vous souvenez, c'est une classe qui hérite de générique to-do. Puisque j'ai fait une to-do qui hérite de générique to-do, j'ai fait aussi une recurring to-do qui hérite aussi de générique to-do. Donc, comme dans tous les cas, quel que soit le type de tâche que je veux faire, qu'elle soit récurrente ou pas, ou normale, le titre, il est commun. Donc, j'ai créé la méthode setTitle dans la classe mère, la classe de base, générique to-do. Et cette méthode setTitle, c'est un setter basique qui prend un titre et qui met ce titre dans la variable underscore title, variable membre de la classe générique to-do. Okay. Et donc, comme les deux classes to-do et recurring to-do héritent de générique to-do, bah, elles héritent aussi, bien évidemment, de cette méthode setTitle. Okay. Donc, voici le code. Donc, très rapide. Hein. Vous avez vu, ça me permet d'insister à nouveau et de reparler des algos de la STL. Vous voyez qu'effectivement, pour trouver un élément, ça nécessite une ligne de code avec une lambda expression qui est relativement simple à écrire. Donc, je rappelle ainsi la puissance effective de ces algorithmes. Donc, si je fais un test, donc j'ai ma fonction main dans lequel je vais ajouter 4 to-do. Donc, j'ai créé la première variable comme d'habitude, to-do, qui est un élément de la classe to-do. Je génère 4 to-do, donc to-do 1 to-do 4, que j'insère dans mon vecteur de mon objet to-do avec la méthode add que j'avais créée au précédent cours. Donc, bien évidemment, après avoir créé le add to-do 4, dans mon vecteur de to-do, j'ai donc effectivement 4 tâches différentes qui sont ici représentées. Okay. Donc, la tâche by beer, c'est la troisième tâche. Donc, par rapport aux exemples précédents, je l'ai décalé, je l'ai mis au milieu, de telle manière à vous montrer que la fonction find fonctionne bien et va bien nous retrouver l'élément correspondant. Donc, effectivement, je définis toUpdate. Oh, j'ai oublié de mettre la déclaration de toUpdate. J'ai dû la mettre, je pense, dans mon code. CD3, ça, je peux le fermer, j'en ai pas besoin. C'est des codes, c'est des listen 6. On va faire un sublime. 2, c'est quoi? C'est tout 12 main.cpp. Et je pense qu'effectivement, j'ai dû oublier de mettre ça. Là, ça pendant. Alors, j'ai un exemple. Hop. Je vais revenir ici. Ah, pardon, excusez-moi. Hop. Autant écrire les choses correctement. Voilà. Et ça, je vais pousser un tout petit peu. Play. Hop, voilà. Donc, j'avais oublié effectivement de définir. J'avais dû faire un mauvais copier-coller et enlever la définition. Donc, je définis toUpdate qui est la tâche qui est une variable de type to-do. Attendez 2 secondes, je ferme la porte, j'ai du bruit chez moi. Voilà, je reviens. Donc, ma variable toUpdate qui va être peuplée par le résultat de ma fonction find qui va chercher effectivement la tâche dans le titre et by beer. Et donc, bien évidemment, dans toUpdate, lorsque j'affiche toUpdate avec le cout, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez qu'effectivement, j'ai bien ici by beer normal pour le 5 novembre. C'est effectivement ce que j'avais créé ici. OK? Alors, attendez. Je ferme la porte du bureau dans lequel je suis et forcément le chat veut sortir du bureau, donc il a fallu que j'ouvre la porte pour le chat.
Donc, je reviens. Ce coup-ci, je ne serai plus dérangé. Normalement, ça devrait être bon. Donc, dans ToUpdate, j'ai effectivement ma tâche que j'ai trouvée. Et lorsque j'appelle la fonction update, auquel je passe ToUpdate et je passe le nouveau titre byWater, il se passe sûrement quelque chose. Mais lorsque j'affiche les to-dos, qu'est-ce qui se passe? Je réaffiche les to-dos et je n'ai pas le byWater dans la tâche 3, j'ai toujours byBeer. D'accord? Et on voit que, donc forcément, ça ne marche pas. Hein? Donc, mon idée d'origine de faire comme ça ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, je vais regarder un peu plus en détail. Alors, j'ai modifié ma fonction update. Hein, donc, je regarde. J'affiche lorsque j'appelle la fonction update, parce que je considère que c'est cette fonction-là qui ne fonctionne pas. Lorsque j'affiche le title de la tâche to-do dans update avant la modification et après la modification, si vous regardez l'exécution, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien la modification, on le voit bien ici, là, dans le carré orange, j'ai bien la modification de mon titre qui a été faite dans la fonction update, et pourtant, lorsque j'affiche la liste des to-dos, j'ai toujours byBeer. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a un problème entre la fin de la fonction update et puis le retour au main, comme si la modification n'avait été faite qu'à l'intérieur de la fonction update et qui n'avait pas été répercutée à l'extérieur de cette fonction, et donc on ne trouve pas dans le vecteur to-dos la modification. Ok? Donc, si on regarde ce qui s'est passé dans mon code, en réalité, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe du côté de la mémoire. D'accord? Donc, j'ai ici, entourant en orange, le code condensé, on va dire. J'ai mis ça sur une ligne, mais c'est exactement la même chose que j'avais présenté précédemment. Hein. Là, je n'ai pas défini la variable toUpdate. J'ai directement fait l'appel de todos.find byBeer à l'intérieur de la fonction update, mais c'est exactement la même chose. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ma fonction find, qu'est-ce qu'elle fait ma fonction find? Elle va me renvoyer une tâche to-do. D'accord? Donc vous voyez sur la partie gauche de ma slide, j'ai mon vecteur de to-dos, okay, avec ces quatre to-do, et puis dans la façon dont j'avais écrit le code pour peupler ce vecteur, c'est la tâche où il y avait le byBeer, c'était la tâche numéro 2, la to-do 2, donc la troisième tâche. Et lorsque je fais ma fonction find, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne renvoie pas l'élément to-do qui est stocké dans le vecteur to-do, mais une copie de ce vecteur, une copie de cet élément. D'accord? Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est ce qui se passe sur la partie gauche de ma slide, c'est qu'en réalité, ma fonction find, elle va bien trouver la tâche to-do, 2, aucun problème. Et au moment où je fais le return de étoile IT, en réalité, ce que je fais, c'est que je crée une variable temporaire de type to-do, dans lequel je vais copier to-do 2, et c'est cette variable temporaire qui est renvoyée, qui est retournée. Okay? Et donc, lorsque ma fonction update est appelée, elle va récupérer en paramètre d'entrée une version qui est une copie de to-do 2. Donc déjà, d'entrée de jeu, avant même d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe? La tâche originale to-do 2 qui est dans le vecteur to-do ne peut pas être modifiée. Parce que quoi qu'il arrive, la fonction find, elle retourne une copie de to-do 2, copie qui est stockée ailleurs, bien évidemment, dans la mémoire. Et donc, inévitablement, je ne peux pas modifier la valeur originale et je ne vais que modifier les valeurs d'une copie de cette tâche. D'accord? Alors, c'est même pire que ça. Parce que, effectivement, la fonction find va retourner une copie de to-do 2. Cette copie va être passée à update. Update va également, comme cette copie est passée en paramètre de la fonction update, ça va faire également une copie de cette copie. Okay. Et à l'intérieur de la fonction update, je vais modifier une copie de la copie. Donc, au final,
je suis très très loin de modifier la valeur todo2 originale. Et donc, cette valeur n'est jamais modifiée si j'écris le code de cette façon-là. Et donc, bien évidemment, ça ne peut donc pas marcher. Okay, hein, si je regarde le code d'exécution de ma fonction, hein, vous voyez, alors ici, ce sont les adresses mémoire. Ce sont les adresses mémoire de mon exécution que j'ai faite. Je regarde donc dans les 4 premières lignes, vous voyez les adresses mémoire de mes 4 to-do qui sont dans mon vecteur to-do. Si vous voyez au passage, si vous regardez que la fin des adresses, la partie droite, vous avez 830, 868, 8A0, 8D8. Donc j'espère que vous savez tous compter en hexadécimal. Mais vous voyez que ce sont des adresses croissantes. Hein, et que entre chaque élément, il y a le même écart, hein, puisque ça correspond à l'espace mémoire occupé par une to-do. Okay, donc, mon objet to-do qui correspond à bybeer, il est, lui, à l'adresse qui se termine par 8A0. Okay, et donc, effectivement, dans la fonction find, dans la partie centrale qui est en orange, dans la fonction find, au moment où je trouve ma to-do, je vois bien l'élément qui est à l'adresse 8A0. Donc effectivement, lorsque je suis ici, lorsque je suis là, mon itérateur ici, hein, que j'affiche j'affiche l'adresse ici, c'est bien effectivement l'adresse qui se termine par 8A0 et ça correspond bien à mon élément to-do de mon vecteur. Okay, mais si je regarde après dans mon main, une fois que j'ai fait le return qui est ici, d'accord, si je regarde, vous vous apercevez que je suis à une adresse qui est radicalement différente. Pardon, ici. D'accord, puisque cette adresse, elle est en 738 à la fin, et c'est surtout avant, au lieu d'être en 7FC, elle est en 7FF. D'accord, donc on est radicalement dans un endroit complètement différent de la mémoire. Je ne rentrerai pas dans les détails entre ces différentes mémoires, mais on est ailleurs dans la mémoire. Donc ça veut dire qu'effectivement, la copie qui est retournée via ici par le return étoile IT et qui va être utilisée dans la fonction update est différente de l'adresse d'origine. D'accord. Et puis si je regarde à l'intérieur de la fonction update, comme je disais, c'est une copie de la copie qui est passée. Effectivement, l'adresse de la mémoire à l'intérieur de la fonction update, elle est aussi en 7FF et elle se termine par 6E8. Donc c'est encore une adresse différente. Donc vous avez arrêté dans l'appel de mes deux fonctions, vous avez les données originales qui sont à une certaine adresse, le retour de la première fonction, le résultat, il est dans une autre mémoire, et puis l'objet utilisé à l'intérieur de la fonction update, il est aussi à une autre adresse. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le passage par valeur. D'accord? On va vous présenter ça plus en détail par la suite, mais vous comprenez bien qu'à chaque fois que j'ai un appel de fonction, je travaille sur le même contenu de données, à savoir que j'ai le titre qui s'appelle bybeer, que la priorité elle est normale et que la date elle est au 5 novembre 2020. Donc ça, j'ai un contenu qui est équivalent. Mais en réalité, à chaque fois, j'ai un copier-coller. Chaque fois, j'ai un copier-coller, c'est-à-dire que chaque fois, j'ai une copie de cet objet qui est utilisé. Donc j'ai bien les mêmes données à l'intérieur, mais lorsque je travaille sur ces données, je travaille en réalité sur des copies, et donc je ne modifie jamais l'objet original à partir duquel je suis parti. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on va pouvoir passer des données, des objets à des fonctions, et comment bien évidemment on va pouvoir retourner également des objets à partir de ces fonctions. De telle manière, si je veux modifier, effectivement c'est ce que je veux faire, si je veux modifier la to-do qui a l'adresse 8A0, dans laquelle j'ai bybeer et je veux mettre à la place bywater, comment je vais faire pour éviter effectivement ces multiples copies. Donc on va voir qu'effectivement, il y a 3 façons de faire. D'accord? Il y a 3 façons de faire. Il y a les passages par valeur, c'est ce qu'on vient de voir et je vais vous l'expliquer un peu plus en détail par la suite. Vous avez le passage par référence, qui est quelque chose qui est spécifique
au C++, d'accord? Le passage par valeur, lui, est tout à fait comparable à ce qu'on avait dans le langage C, et il est hérité du langage C. Et puis, il y a le dernier élément, c'est le passage par pointeur, qu'on verra à la fin, qui est similaire au C, pour faire des pointeurs basiques, mais vous verrez que vous avez des pointeurs spécifiques au C++, ce qu'on appelle des smart pointers, des pointeurs intelligents, qui sont un peu plus évolués que les pointeurs hérités du langage C. Okay. Donc, si je m'intéresse au passage par valeur qu'on va voir, donc on a déjà vu un exemple ici, on va essayer de comprendre sur des fonctions très très simples ce qui se passe. D'accord? Donc, je prends un exemple ici. D'accord? C'est la version ultra simpliste de l'exemple que je viens de coder pour les tâches. Ici, j'ai quoi? J'ai écrit une bêtise, c'est un X ici. Hop. Qu'est-ce que je fais? J'ai une fonction qui s'appelle foo, qui prend en paramètre une valeur X. OK? Ce que je fais à l'intérieur, je fais 2 cout histoire d'afficher la valeur de X et puis l'adresse de X. On verra après plus tard l'opérateur adresse, mais ça me permet de voir quelle est la case, quelle est l'adresse de la mémoire dans laquelle c'est affiché. Et ce que je fais, c'est que je mets X à une certaine valeur, égale à 6, dans cette fonction foo, et puis bien évidemment, je raffiche cette valeur X, et cette fonction foo, je vais l'appeler dans mon programme principal. Okay, dans mon programme principal, je définis une variable qui s'appelle X, qui est à 5, je fais un foo de X, et puis je regarde ce qui se passe. Okay, donc, si on regarde un peu ce qui se passe, donc effectivement, j'appelle ma fonction, passing by values, je fais le premier cout, dans main, ma valeur, avant l'appel de la fonction foo, la valeur de X est égale à 5, ça semble logique, et l'adresse de X, elle est à une adresse qui se termine par 99D8. Okay, donc ma case mémoire, imaginez, vous avez votre case mémoire qui est en 99D8. Okay, j'appelle ma fonction foo de X. Donc je vais passer effectivement cette variable X à ma fonction foo. Donc le X passé à foo va être égal à 5. Effectivement, qu'est-ce qui se passe lorsque j'appelle ma fonction foo? Lorsque j'affiche X, effectivement, j'ai bien X égale 5. OK. Et lorsque j'affiche l'adresse de X à l'intérieur de ma fonction foo, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'affiche une autre adresse qui est en 99 AC. OK. On va y revenir dessus. Je me modifie, je fais un X égale 6. Effectivement, lorsque je fais mon cout à l'intérieur de ma fonction, ma variable X est bien égale à 6. Lorsque je sors de ma fonction, je reviens dans mon main et que j'affiche la nouvelle valeur de X, je retrouve ma valeur 5. Et donc là, on comprend ce qui se passe. C'est ce que j'appelle le passage par valeur. C'est qu'au moment où j'appelle ma fonction foo de X, en réalité, j'ai, pour chacun des paramètres de ma fonction, j'ai une variable temporaire qui va être créée. Et la valeur de X va être stockée dans cette variable temporaire. Alors, c'est volontaire que je l'ai fait de cette façon-là. C'est pas parce que j'ai un int x égale 5 dans le main et que ma fonction foo, elle est définie avec un paramètre qui prend int x entre les parenthèses, que c'est le même x. On est bien d'accord? Si j'avais écrit ma fonction foo en lui passant en paramètre int y, ou si dans mon main, j'avais créé une variable qui s'appelait z, int z égale 5, lorsque je fais foo de z, c'est la même chose. Okay, donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au moment où j'appelle ma fonction foo, j'ai autant de variables qui sont créées en mémoire que de paramètres. Okay, donc au moment où j'appelle ma fonction foo de x à l'intérieur de mon main, j'ai une nouvelle variable qui est créée en mémoire. Et cette variable va prendre la valeur 5 à l'intérieur. D'accord, cette variable, elle va être créée à l'adresse 99 AC. Et donc, elle va avoir pour valeur 5 à l'intérieur. Et c'est cette variable mémoire, cette variable en mémoire, qui est l'adresse ici 99AC, qui va être utilisée tout au long de ma fonction foo de x. D'accord? Donc, elle va bien contenir la valeur 5. Je vais bien pouvoir la modifier, la mettre à la valeur 6. OK? Il n'y a aucun problème. Et une fois que j'arrive à la collade fermante ici de ma fonction, c'est le commentaire ici qui est super important, c'est qu'en réalité, cette variable x, on n'en a plus besoin.
elle va sortir de son scope. Hein, si vous vous souvenez ce que j'ai appelé le scope d'une variable, le scope, c'est l'étendue de code dans laquelle la variable existe, dans laquelle la variable est visible, existe, donc elle est créée à l'intérieur de ce scope, et elle est détruite à la fin du bloc d'instruction. Et donc, effectivement, cette variable x qui est paramètre de la fonction foo, elle n'a d'existence que dans le corps de la fonction. Et donc, elle est détruite. Et donc, effectivement, à la sortie de ma fonction, l'adresse mémoire qui était en 99 AC et dans lequel il y a eu la valeur temporaire de x qui a été utilisée pendant tout le code de la fonction, cette variable est détruite. Et donc, je reviens dans le main, et dans le main, il ne me reste plus que ma variable x initiale qui a été créée au début du main. D'ailleurs, au passage, cette variable x initiale qui a été créée à la première ligne du main avec un x égale 5, elle est également détruite lorsque j'arrive à la colonne fermante de mon main. OK ? Et donc, la mémoire est libérée à ce moment-là, lorsque, ici, le programme se termine. OK ? Donc, on voit bien que, bien évidemment, lorsqu'on fait un passage par valeur, toute variable passée par valeur à une fonction ne peut pas être modifiée, enfin, peut être modifiée localement à l'intérieur de la fonction, mais toutes ces modifications ne sont pas prises en compte dès lors que l'on ressort de la fonction. Okay. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? On a l'impression qu'il n'y a que des inconvénients. Hein, puisque dans l'exemple ici, ou dans l'exemple que j'ai pris avec ma tâche, on a l'impression que ça ne marche pas comme on veut, puisqu'on voudrait modifier la valeur à l'intérieur de la fonction et la retrouver modifiée à l'extérieur de la fonction. Donc, on a l'impression que ça ne marche pas. En réalité, ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages, c'est que du fait que les valeurs ne sont jamais changées, ça évite tout ce qu'on appelle les effets de bord. Hein. Les effets de bord, c'est quoi? J'ai une variable que je vais passer en paramètre d'une fonction, et je peux faire ce que je veux à l'intérieur de la fonction. Je sais que dès que j'aurai fini ma fonction, la variable ne sera jamais modifiée, retrouvera sa valeur initiale avant l'appel de la fonction. Donc ça évite de modifier des valeurs qui n'ont pas lieu d'être modifiées à l'intérieur d'une fonction. Donc c'est ce que j'appelle les effets de bord. D'accord ? Je ne choisis que ce que je veux vraiment modifier à l'intérieur de ma fonction. D'accord ? Donc, n'importe quel type de valeur en argument, hein, que ce soit des valeurs de base, vous pouvez appeler foo de 5, foo de 4, vous pouvez appeler foo de x, vous pouvez appeler foo de x plus 1, donc ça c'est une expression, vous pouvez appeler foo sur un objet par exemple to do, il suffit d'écrire la fonction correspondante, etc. etc. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en passage par valeur, vous pouvez passer ce que vous voulez. Ces variables-là ne sont jamais modifiées, enfin les variables originales ne sont jamais modifiées, d'accord ? Ce qui limite les effets de bord. Et donc, l'intérêt majeur, c'est qu'on utilise ces passages par valeur lorsqu'on n'a pas du tout besoin de modifier ces variables au cœur de la fonction. Donc, on va utiliser ces variables comme étant, entre guillemets, comme des constantes à l'intérieur de ma fonction. Okay ? Dans les inconvénients, alors les inconvénients, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais c'est le principe même du passage par valeur. Il y a toujours une copie de tous les arguments qui sont faits dans la fonction. Donc c'est ce que j'ai montré ici précédemment avec la fonction foo, c'est ce que j'avais mis en évidence avec ma fonction find et ma fonction update. Okay ? Donc, si vous avez une copie des éléments et que ces éléments sont gros, hein, imaginez que vous ayez, prenons l'exemple de ma classe to-12, que vous avez une liste de tâches qui est considérable. Imaginez que dans votre liste de tâches, vous avez des centaines d'éléments. Lorsque vous appelez une fonction et que vous lui passez l'objet to-12, comme la fonction find, vous allez avoir une copie complète de votre objet. Et donc, bien évidemment, ça va consommer de la mémoire. Et puis, ça va avoir, comme il faut un peu de temps quand même pour copier des données, ça va avoir aussi des impacts sur la performance temporelle de votre application. Si vous appelez très régulièrement une fonction qui va copier des données, ça va être très pénalisant en termes de performance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passage par valeur qui nécessite cette copie, au final, on va l'utiliser que pour des types élémentaires qui ne sont pas gros. On va typiquement passer des entiers, passer des flottants, des réels, des caractères, des tout petits objets,
Mais dès lors que vous avez des objets qui sont un tout petit peu gros en taille, en gros, dès lors que vous avez des objets au sens C++ du terme, on va préférer d'autres solutions plutôt que de passer le passage par valeur. OK? Et donc, ça va me permettre d'arriver à la deuxième famille de passage, c'est le passage dit par référence. D'accord? On l'a un tout petit peu évoqué, ce fameux passage par référence, avec ce fameux opérateur et là, hein, qu'on a vu de temps en temps dans les passages de paramètres, en particulier lorsqu'on faisait des lambda expressions ou des choses comme ça. Et je vous ai dit, c'est une référence, on y reviendra plus tard. Ben voilà, on y est aujourd'hui. Et on va ici, effectivement, se poser la question de qu'est-ce que c'est que le passage par référence. Mais avant de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un passage par référence, il faut d'abord s'interroger qu'est-ce que c'est qu'une référence. Alors une référence, c'est un type de donnée, c'est un type de variable, c'est un type C++, au même titre que int, au même titre que float, au même titre que n'importe quel objet que vous pouvez créer. Et c'est un type de donnée particulière et qui va être en réalité une façon d'écrire un alias pour un autre objet. Qu'est-ce que j'appelle un alias pour un autre objet? C'est d'avoir quelque chose qui a le même nom, qui n'a pas le même nom, qui a un nom différent, pardon, et qui va être sur le même objet. Hein. Vous allez le définir par exemple, je prends l'exemple ici, un exemple avec une valeur toute simple, entière. Donc je définis une variable value, okay, qui est de type entière, qui est égale à 5. Ok. Alors, attendez, j'aurais pu le faire plus proprement, j'aurais pu le faire comme ça. Hop, voilà, ça sera plus joli. Ok, je définis une variable value qui est de type entier, qui est égale à 5. Je vais définir une deuxième variable que je vais appeler ref, et je vais dire que c'est une référence. Comment je définis que c'est une référence? Je définis grâce à ce petit opérateur. L'opérateur esperluette, ou est commercial. En l'accollant à int, hein, ici, je vais définir que ref, c'est une référence vers un entier. Okay. Donc, je vais définir une variable qui s'appelle ref et qui est une référence. Une référence, c'est toujours une référence vers quelque chose. On n'est pas une référence en l'air. On est une référence vers un autre type. D'accord? Donc, forcément, la référence, définie par le et, comme ça, elle est forcément référence vers un autre type. Donc ici, je vais définir que ref, c'est une référence vers un entier. Et comme j'ai dit qu'une référence, c'est un alias vers un autre objet, il faut forcément l'associer à un objet déjà existant, qui est bien évidemment du même type que la référence que je suis en train de créer. Ici, je crée une référence vers un entier, et donc, il faut forcément que je le mette égal à un entier, à une variable de type entière. Et donc, ma variable de type entière, c'est value, et donc, je peux écrire que int et ref égale value. Ok? Donc, ref, c'est maintenant une référence vers la variable value. Ok? Maintenant, si j'écris value égale 6, vous comprenez évidemment, ça n'a aucun souci, que la nouvelle valeur, c'est 6. Mais je peux aussi écrire que ref égale 7. Et puis maintenant, si j'écris ref égale 7, comme ref, c'est une référence vers value, ça a modifié le contenu, entre guillemets, de la case mémoire où a été définie la variable entière value. Donc, que j'accède à cette case mémoire via la variable value définie initialement ou via la référence ref définie après, j'accède à la même case mémoire et je peux la lire ou la modifier. Donc que j'écrive value égale 6 ou ref égale 7, ou que j'aille lire avec un cout le contenu de value, ou que j'aille lire le contenu de ref avec un cout, ou que je fasse value ou ref ou je ne sais quoi comme opération, je vais bien évidemment accéder à la même case mémoire. D'accord? Donc on peut accéder, ce que je viens de dire, à la valeur ou avec la variable ou avec la référence. Ce que je n'ai pas dit et que je vais finir de dire, alors plus ou moins implicitement je l'ai dit, lorsque je déclare ma variable, ma référence, pardon, il faut forcément que je l'initialise.
Je ne peux pas définir int et ref, puisque une référence est une référence vers quelque chose. C'est une référence vers un objet du même type. Donc, lorsque j'écris int et ref, je définis ref comme étant une référence vers un entier, et il faut forcément que je mette un égal pour dire vers quelle variable je suis référence. Okay. Donc, elle doit être obligatoirement initialisée. Alors, je pense que vous pouvez écrire int et ref, point virgule, et dessous ref égale value. Ça doit marcher, les compilateurs doivent être suffisamment intelligents pour le voir. Mais généralement, lorsqu'on définit une référence de cette façon-là, on met l'égalité tout de suite derrière. Ça me permet de vous dire que c'est comme je disais, toute variable doit être définie et doit être initialisée pour éviter tout problème d'exécution de code. Autant pour les variables, ce n'est pas obligatoire, c'est conseillé. Autant pour les références, c'est obligatoire. Donc, si vous adoptez cette stratégie de toujours initialiser les variables que vous définissez, vous n'aurez aucun problème à vous souvenir qu'il faut initialiser les références. OK. Par contre, une référence, c'est une référence vers un objet existant. Et une fois que vous avez défini votre référence, vous ne pouvez pas changer vers quoi elle est référence. D'accord ? Ici, je définis ma référence ref comme étant une référence vers un entier égale à value. Je ne peux pas, après, décider que référence va être une référence vers une autre variable qui s'appelle par exemple J. OK ? Vous ne pouvez plus jamais la changer. D'accord ? Donc, votre référence, au moment où vous l'initialisez, elle ne peut plus changer par la suite et elle est toujours référence vers la valeur vers laquelle elle a été au début initialisée. OK ? Qu'est-ce qui se passe dans quel cas on utilise, excusez-moi, dans quel cas on utilise les références? On les utilise principalement comme paramètres de fonction. OK ? Et en réalité, c'est le cas quasiment exclusif que nous allons utiliser. D'accord ? Et la référence utilisée en paramètre d'une fonction est donc, par définition, un alias vers l'argument. D'accord ? Et dans ce cas-là, vous n'avez plus de copie qui est faite. Hein ? Donc, c'est la différence majeure avec le passage par valeur que nous avons vu précédemment. Ici, si vous utilisez une référence comme étant paramètre d'une fonction, vous n'aurez pas de copie de la valeur qui sera faite. Okay. Puisqu'on va passer justement la référence, et la référence est un alias vers la variable originale. Donc, une fonction qui va utiliser une référence en paramètre va donc être capable de modifier le paramètre qui est passé en paramètre. Donc voici un exemple ici. Je redéfinis ma fonction foo et je lui passe une référence. Alors, vous voyez, là je l'ai écrit void foo, parenthèse, int, espace, le et de référence y. Si on veut être, alors le compilateur le prend tout à fait, si on veut être parfaitement clean, on va dire, en écriture de code, il faudrait que je l'écrive comme ça, c'est-à-dire que le et, il faut que je le colle à int pour dire que c'est une référence vers un entier. Okay. Si vous faites int espace le et y, ça marche de la même manière. Le code, le compilateur le compile et l'interprète parfaitement comme une référence. D'accord ? Donc partout où j'aurai des erreurs comme ça, enfin des erreurs, des écritures moins propres, je le corrigerai au fur et à mesure. Donc ici ma fonction foo, c'est exactement le même code
que, alors je pense que je dois l'avoir, ah non, c'est le même code que le code précédent, d'accord? Si je remonte ici, ma fonction foo de x, elle faisait un x égale 6 à l'intérieur. Ici, ma fonction foo qui prend une référence vers y, elle va faire un y égale 6. D'accord? Et puis, donc, bien évidemment, elle va afficher, alors, je vais l'appeler ici, alors, bon, c'est pas la même. Elle fait un affichage de y avant, et puis elle fait un affichage A. Et puis, évidemment, elle va être appelée dans le mail. OK? Il n'empêche que j'ai toujours mon commentaire, et ça c'est important, mon commentaire c'est que je dis que y est détruit à la fin de l'appel de ma fonction, à la fin du code de ma fonction. Bien évidemment, vous avez à l'intérieur de votre fonction foo, ça ne change pas, à savoir qu'il y a bien une variable y qui est créée dans le code, pour l'exécution du code de ma fonction, hein, puisque cette fonction entre la collade ouvrante et la collade fermante utilise une variable qui s'appelle y. Donc j'ai bien une variable qui est créée, et cette variable, elle est détruite à la fin du bloc, c'est-à-dire dès la collade fermante de ma fonction foo. Néanmoins, quelle est cette variable? Cette variable, c'est une référence vers un entier. Donc j'ai bien une référence vers un entier qui est créée lors de l'appel de ma fonction. Cette référence d'entier, lorsqu'elle est créée, elle va être initialisée à la valeur qui est passée en paramètre de foo. OK? Donc, lorsque j'écris y égale 6, et comme y est une référence vers un entier qui est ailleurs, ben, la valeur 6, elle va être bien mise au bon endroit dans la bonne valeur initiale, dans la bonne valeur qui est le nom de la variable sur laquelle la référence va pointer. Et donc, bien évidemment, lorsque ma fonction se termine, ma référence y ici est détruite, mais il n'empêche que la variable initiale qui servait pour la création de la référence, elle existe bien. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein, donc, ici, j'ai fait quoi? J'ai repris la même fonction, sauf que au lieu de faire un y égale 6, j'ai fait un y plus. Comme ça me permet d'incrémenter ma valeur à l'intérieur. Et je l'ai appelé de plusieurs façons différentes. Donc, si je reprends ce que j'ai dit jusqu'à présent, comment je vais faire pour faire un appel d'une fonction avec une référence? Il va falloir créer au début une variable, ce que je fais avec int x égale 5. Je crée ma variable, je crée z qui est une référence vers cette variable. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai en mémoire? J'ai une case x à laquelle j'ai 5 et j'ai une deuxième variable z qui est une référence vers cette case x. D'accord? Et lorsque j'écris int et z égale x, effectivement, j'ai à la fois x et z qui sont la même case mémoire. OK? Donc, bien évidemment, si je fais mes deux premiers cout, j'affiche les valeurs de x et z, bien évidemment, aucun problème. J'ai bien 5. OK? Donc, je vais appeler ma fonction foo en lui passant z, et le compilateur est très content parce que z, c'est quoi? Z, c'est une référence vers un entier. Et puis, ma fonction foo, elle prend quoi? Elle prend bien une référence vers un entier. Donc, au moment où j'appelle foo de z, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pour ma fonction foo, j'ai une variable temporaire y qui va être créée. Cette variable temporaire, c'est une référence. Donc, la valeur de z va être mise dans y. C'est comme si, entre guillemets, j'avais une instruction int et y égale z, et que ce y soit utilisé à l'intérieur de ma fonction foo. Mais comme z est déjà une référence vers x, y à l'intérieur de ma fonction devient une référence vers x. Et donc, lorsque je fais y à l'intérieur de ma fonction foo, hein, j'incrémente bien y. Y est égal à quoi? À z, et z est une référence de vers x. Donc, je vais bien incrémenter la case mémoire dans laquelle j'ai x. OK? Et c'est pour ça que lorsque je sors de ma fonction
avec l'appel foo de z, j'ai bien la nouvelle valeur qui est égale à 6 dans mon programme principal. Hein? Donc il faut le voir comme ça. Lorsque je fais foo de z, je le répète pour ceux qui auraient du mal à comprendre, hein, z, c'est une référence vers x. J'appelle ma fonction foo de z. Donc, à l'intérieur de ma fonction foo, j'ai une variable y qui est créée. Ça ne change pas. Cette variable y, elle est égale à quoi? Elle est égale à z. OK, puisque c'est une référence. Donc, j'ai bien effectivement une copie de z dans y. Mais comme z, c'est également une référence vers un entier, x, hein, donc à l'intérieur de ma fonction foo, j'ai y égale z, et z est une référence vers x. Donc lorsque j'écris y++, je modifie bien y, je modifie bien z, et je modifie bien x, puisque y et z sont toutes les deux des références vers x. Donc c'est pour ça que je peux modifier, avec un appel par référence, je peux modifier une variable qui est passée en paramètre. OK? Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'écrire, je crée ma variable, je crée ma référence, et puis j'appelle ma fonction. Hein, c'est compliqué, et le compilateur est bien plus intelligent que ça, parce qu'il est capable de le faire tout seul. Et donc, c'est ce que vous voyez à la fin de ma fonction main, lorsque j'appelle foo de x. Hein. Foo de x, en théorie, le compilateur, il devrait crier. Il devrait hurler, dire, attention, x est un entier, et ma fonction foo, elle prend une référence vers un entier. Hein. Et je vous ai dit, le langage C++, c'est un langage fortement typé, et vous devez faire correspondre les types. Donc oui, en théorie, oui. Hein. Ici, dans la pratique, le compilateur vous permet de l'écrire directement, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer automatiquement une référence sur x. Hein. Il vérifie seulement quoi? Il vérifie seulement que x est bien entier. Si vous aviez créé un flotte W, égale 3,14, et vous faites foo de W, là, bien évidemment, le compilateur va vous dire non, puisque W n'est pas un entier. Mais ici, x étant un entier, la fonction foo prenant une référence vers un entier, ça ne lui pose pas de problème. Il va créer, entre guillemets, la variable z qu'on avait créée explicitement pour le premier appel. Il va la créer implicitement, et il va donc créer effectivement cette référence vers la variable x. D'accord. Et donc, en réalité, ça évite effectivement la création explicite de cette référence. Et donc, au moment où on appelle foo de la variable créée, elle est créée comme étant une référence vers x directement. Okay. Et donc, après, il se passe exactement la même chose. Dans ce cas-là, lorsque je fais foo de x, ma variable y est créée comme étant référence vers x. Et donc, lorsque je fais le y++, j'incrémente bien ma référence, donc j'incrémente bien x. Et donc, ma variable y est détruite à la fin de ma fonction foo. Et donc, bien évidemment, comme j'ai eu modification de x à l'intérieur, j'ai bien une nouvelle valeur qui est égale ici à 7 de x. Okay. Donc, si je regarde, alors, j'ai fait une comparaison. Hein, vous voyez, effectivement, je fais la comparaison entre ma fonction foo qui utilise une référence, ma fonction foo qui utilise une valeur. Donc, quelle est la différence de code entre les deux? Aucune, si ce n'est que dans les paramètres passés à mes deux fonctions, il y en a une qui prend un entier et l'autre qui prend une référence vers un entier. Mais à l'intérieur du code, il n'y a aucune différence. Donc, vous utilisez une référence ou une variable de la même manière. Okay. La seule chose que j'affiche ici, c'est effectivement les adresses pour vous montrer qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe. Donc, alors, si, attention, alors, c'est là, alors, si je reviens ici, ici, je dis que c'est une référence vers un entier. OK. Et pourtant, j'utilise cet opérateur ici, là. Hein. Sauf que là, cet opérateur, c'est l'opérateur adresse de y. Ça me permet d'avoir l'adresse. Alors que ici, le et ici, c'est l'opérateur référence. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que ici, dans ce cas-là, j'ai un type qui est juste avant, hein, qui indique donc que c'est une référence vers un entier. Alors qu'ici, j'ai rien avant, donc c'est l'opérateur adresse. C'est pour ça qu'il vaut mieux, pour des questions de clarté, il vaut mieux l'écrire comme ça et coller le et au type, comme ça je sais que y c'est une référence vers un entier, alors que et y c'est l'adresse de y. Donc
qu'est-ce que je fais? Je initialise un x à 10. J'affiche l'adresse de x, effectivement, il va en C9D8. Ok? J'appelle foo de val. Foo de val, à l'intérieur de foo de val, qu'est-ce que je fais? J'affiche l'adresse de y. Et dans foo de val, vous voyez que votre y, il est en C9AC. Donc, à un autre endroit, puisque j'ai fait un appel par valeur. Donc, il y a une copie automatiquement. OK? Lorsque je fais foo de ref de x, vous voyez qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais foo de ref de x? En réalité, ma variable y est créée comme étant une référence vers x, et à l'intérieur, donc on le voit ici, l'adresse, elle est bien en C9D8, qui correspond bien à l'adresse de x, qui est en C9D8. Et donc, effectivement, c'est ce qui explique que vous avez bien la valeur qui est modifiée à l'intérieur de la fonction, avec un appel par référence, et qui n'est pas modifié lorsqu'on fait un appel par valeur. OK? Alors, j'ai pris un exemple ici aussi qui permet de retourner plusieurs résultats. Hein. Vous savez, lorsque je fais une fonction ne peut avoir que un seul élément qui va être renvoyé par l'instruction return. OK? Et la question qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour retourner si je veux modifier plusieurs variables à l'intérieur de ma fonction. Et je ne peux pas faire un return variable 1, return variable 2 ou return variable 1 et variable 2. Donc ça, je ne peux pas faire. Donc là, c'est un exemple typique. J'ai deux valeurs ici passées en entier, deux paramètres entiers, x et y, et je veux permuter leurs valeurs. Hein, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, dans mon exemple, j'ai A2, A égale 2, B égale moins 3, et je veux qu'après l'exécution du code, j'ai A égale moins 3 et B égale 2. Donc j'ai fait une permutation des deux valeurs. Si j'essaie de faire une fonction pour ça, parce que je me dis que je vais le réutiliser plein de fois, si je veux faire une fonction pour ça, bah, je ne peux pas faire une fonction qui utilise un return, parce que je ne peux pas retourner à la fois la nouvelle valeur de A et la nouvelle valeur de B. Okay. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais une fonction qui prend ces deux variables A et B en paramètres, et je passe ces deux variables sous la forme d'une référence. D'accord? Et donc, bien évidemment, à l'intérieur de ma fonction swap, je vais créer une variable temporaire qui va stocker la valeur de x. Je vais mettre la valeur de y dans x, et puis je vais finir par mettre la valeur temporaire stockée de x dans y. Okay? Et c'est ce que je fais ici lorsque j'appelle ma fonction swap_ab dans mon code. Donc, c'est un exemple typique d'utilisation aussi des références pour modifier plusieurs éléments passés en paramètres d'une fonction. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on analyse, lorsqu'on lit le code que vous pouvez trouver ou écrire, lorsque vous avez des paramètres qui sont passés en référence, c'est que généralement ils sont modifiés à l'intérieur de votre fonction. Okay. Donc ici, lorsque je vois swap int référence de x, enfin x référence vers un entier, y référence vers un entier, je me doute bien que quel que soit le code qui est à l'intérieur, si je les passe en référence, c'est que je veux pouvoir les modifier à l'intérieur de ma fonction. Donc, avantages, inconvénients, comme dans le cadre des passages par valeur. Dans les avantages, c'est que les références vous permettent de modifier la valeur d'un argument, d'un paramètre, un argument passé en paramètre de la fonction, que, comme on vient de le voir à l'instant, vous pouvez retourner, entre guillemets, vous pouvez faire des multiples modifications de valeurs à l'intérieur d'une fonction. Vous comprenez que le passage par référence est très rapide, parce qu'en réalité, on ne fait que transmettre une référence, c'est-à-dire une case mémoire, un alias, c'est-à-dire une case mémoire. Hein, donc c'est très rapide, quelle que soit la taille des objets, et c'est indépendant de la taille des objets. Et donc, bien évidemment, on va utiliser le passage par référence, comme je disais juste précédemment, dès lors qu'on veut pouvoir modifier les paramètres passés en argument. Et puis le deuxième aspect, c'est que le passage par référence est rapide, il ne nécessite pas de copie des objets qu'on va passer en paramètres. Lorsque vous voulez passer à une fonction des objets complexes, ce que j'appelle les objets complexes, c'est des objets de grande taille, des classes
des objets qui sont des instances de classe qui vont être avec beaucoup de variables membres et donc qui vont occuper beaucoup d'espace mémoire. Et donc, lorsque vous utilisez des tableaux de ces objets, des vecteurs de ces objets, il faut éviter, bien évidemment, de passer ces éléments sous la forme de valeurs, et donc on va les passer sous forme de références pour que ça soit efficace, à la fois en termes de mémoire, puisqu'il n'y a pas de recopie mémoire, et en termes de rapidité, parce qu'on n'est pas obligé de faire cette, effectivement, recopie. Alors, dans les inconvénients, ben, on ne sait pas si un argument, c'est une entrée ou les deux. Hein. Lorsque vous faites une fonction basique, et vous faites un passage par valeur, vous savez que les éléments qui sont passés par valeur sont des arguments qui sont utilisés uniquement en entrée. Ils ne vont pas être modifiés. Et donc, votre fonction va forcément se terminer par un return, et le résultat de votre fonction, c'est ce return. Lorsque vous utilisez le passage par référence, ben, si vous mettez une référence passée en argument, on ne sait pas si la variable qui est passée, c'est une entrée, ou, et on va utiliser les valeurs de cette entrée, ou au contraire une sortie, puisqu'on l'a créé comme une référence, on veut pouvoir éventuellement la modifier, ou on ne sait pas si c'est à la fois une entrée et une sortie. On n'a aucun moyen, comme ça à première vue, de savoir si effectivement c'est une entrée, une sortie, ou les deux. D'accord ? Dans le cœur de la fonction, on écrit le code de la même manière que l'on fasse un passage par valeur ou un passage par référence. Donc, si vous ne faites pas attention, quand vous écrivez le code d'une fonction, si ce code est un petit peu long, comme le code est écrit de la même manière dans les deux cas, vous pouvez être tenté d'écrire des instructions qui vont modifier les valeurs d'un paramètre, et si ces valeurs effectivement ont été passées par référence, ben vous allez modifier à l'extérieur de la fonction les variables initiales. Donc on ne peut pas savoir a priori, comme ça, en termes d'écriture, si c'est effectivement passage par valeur en passage par fonction, et donc les répercussions qui peut éventuellement y en avoir. Donc, dans les premières conclusions, c'est que on ne va pas utiliser le passage par référence lorsqu'on va passer les types fondamentaux et qu'on n'a pas besoin de modifier. Si vous avez un entier à passer, ou un flottant, ou un réel, un double, ou un caractère, ou un booléen, tous les trucs tout petits, ou éventuellement même un petit objet que vous créez, lorsque vous créez une classe date, hein, un objet date, ça a trois variables entières, jour, mois, année. C'est pas énorme en termes d'empreinte mémoire et de temps pour le copier. Et si vous n'avez pas besoin de le modifier, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser effectivement un passage par valeur. D'accord ? Si vous n'avez pas besoin de modifier. Donc, on n'utilise pas le passage de référence dans ces cas-là. Donc la règle, c'est on utilise le passage par référence plutôt que le passage par valeur, à la fois pour tous les éléments qu'on veut modifier et surtout pour toutes les classes, enfin tous les objets, instances de classe et qui sont coûteux à copier. Par contre, bien évidemment, imaginez, je reviens sur l'exemple de ma to-do list. Hein. J'ai mon objet to-do dans lequel j'ai mon vecteur de to-do. Ce vecteur de to-do, imaginez qu'il y ait des centaines ou même des dizaines de to-do qui sont stockés à l'intérieur. Donc ça fait quelque chose de très gros. Donc dans ce cas-là, on va utiliser bien évidemment, si on doit utiliser cet objet to-do en paramètre, on va le passer par référence. Mais imaginons que je n'ai pas besoin de modifier. Hein. Si je veux par exemple uniquement faire de la recherche d'un objet et afficher cet objet. Hein. Si je veux par exemple chercher la prochaine tâche qui est de type haute priorité. Chercher quelque chose, ce n'est pas le modifier. Donc le risque, c'est que si je passe mon objet to-do en référence, bah, potentiellement, si je ne fais pas attention dans mon code, je peux le modifier. Voilà. Et ça, c'est problématique alors que je ne veux qu'y accéder en lecture. Et donc, j'ai fait un appel à référence parce que c'est plus efficace en termes d'empreinte mémoire et en termes de rapidité, mais je ne veux pas le modifier. Donc, comment je peux faire ? Je peux tout simplement utiliser des références constantes. D'accord ? Qu'est-ce que c'est une référence constante ? C'est à la fois une référence, d'accord ? Mais en la qualifiant
de constante. Alors, ce n'est pas la référence qui est constante, c'est la référence vers l'objet qui est constant. Donc, on va dire que c'est une référence vers un objet constant. Et donc, à ce moment-là, en déclarant une référence vers un objet constant, ben, je suis sûr de ne pas pouvoir modifier l'objet en question dans le code de ma fonction. Puisque là, le compilateur va me le dire. Hein, si je définis un objet constant et que je définis une référence vers cet objet constant, je ne peux pas modifier cet objet et le compilateur va me l'interdire. Il va me le dire si je fais ça. Donc, dès lors que vous avez des objets un tout petit peu conséquents en termes de taille, hein, et que vous voulez utiliser ces objets comme paramètres d'une fonction et que vous n'avez pas besoin de modifier ces objets-là, vous utilisez l'appel par une référence avec des objets constants. Démonstration. Et c'est effectivement le cas qu'on a souvent utilisé. J'ai fait voir des objets constants avec des références dans tous les cas, dans beaucoup de cas que j'ai déjà évoqués. Et donc, on y arrive ici. Donc voilà, j'ai fait 3 fonctions sum. Hein. J'ai fait 3 fonctions sum. Je ne sais pas, je l'ai appelé? Non, je ne l'ai pas appelé. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 3 fonctions sum. Ces fonctions vont prendre un vecteur entier. Ok. La première, sum1, elle va le prendre sous la forme de passage par valeur. La deuxième, elle va le prendre sur un référence. Et la troisième, sum3, va me le prendre sous la forme d'une référence constante. D'accord? On voit effectivement le mot-clé constante, const, ici. Donc c'est const, le type, référence, suivi du nom de la variable. D'accord? Donc donc c'est une référence constante vers, enfin, une référence vers un objet constant. Une référence constante vers un objet, peu importe. Regardez le code. Le code est strictement le même. Il n'y a aucune différence, a priori, sur le code qu'il y a à l'intérieur de ma fonction. D'accord? Alors imaginez que votre vecteur data, il fasse 1 million de valeurs. Ok? Donc dans le premier cas de sum1, vous aurez une copie d'1 million de valeurs. Un million d'entiers sur 32 bits, par exemple. 32 bits, ça fait 4 octets. Ça fait 4 mégaoctets de mémoire consommée. Non seulement consommée, mais il faut faire la copie de 4 mégaoctets. Alors ça va vite, certes, mais c'est inutile. Dans le deuxième cas, sum2, je crée une référence dans le deuxième cas, dans le troisième cas, je fais une référence vers un objet, et donc je ne passe que cette référence, elle est stockée, elle est codée sur c'est une adresse mémoire, elle est codée sur 64 bits, sur un système 64 bits. 64 bits, c'est 8 octets. Donc on voit effectivement que dès lors que la taille des données initiales est plus de 8 octets, il vaut mieux passer une référence, c'est plus rapide. La différence entre sum2 et sum3, c'est qu'à l'intérieur de sum2, bah, je pourrais éventuellement modifier les données. Hein. Je pourrais rajouter un étoilité égale 0, par exemple, une fois que j'ai fait ma somme. Et donc, je sortirai de mon vecteur de ma somme avec un vecteur rempli de 0. Et puis, dans S, la somme effectivement de mon objet, la somme de mes éléments. Alors que dans la fonction sum3, comme j'ai défini comme étant ma référence, comme étant faire un objet constant, je ne peux faire aucune modification de data. Et donc, je ne peux accéder à mon itérateur qui pointe sur les différents éléments de data que, bien évidemment, en lecture. Et pas du tout en modification. OK. Donc, si je reviens à mon code initial, c'était ça. Le code qui ne marchait pas. D'accord? On retrouve mes deux fonctions find et update. Ces deux fonctions find et update prenaient, bien évidemment, et maintenant on comprend mieux pour ceux qui n'avaient pas vu la subtilité, prennent des paramètres
sous forme de passage par valeur. Et donc, on comprend mieux pourquoi, effectivement, ça ne fonctionnait pas. Okay. Donc, qu'est-ce que je dois modifier dans mon code pour que ça fonctionne? Tout simplement, c'est que l'endroit où je veux pouvoir récupérer la donnée originale, il va falloir que je mette une référence. Hein. Et à chaque fois que j'appelle une fonction qui doit modifier la valeur originale, je vais utiliser une référence. Donc, bien évidemment, si je reviens sur la fonction find et update, qu'est-ce qui se passe? Ma fonction find, il va falloir qu'elle me renvoie non plus un objet, c'est-à-dire non plus une copie de mon objet, mais il va falloir qu'elle me renvoie une référence vers cet objet. Et donc, on voit que ma fonction find ici, ma fonction find va me renvoyer une référence vers un objet to do. D'accord? Bien évidemment, ça se comprend. Si je reviens sur mon vecteur de to-dos, dans ma fonction find, je vais parcourir l'intégralité de ce vecteur jusqu'au moment où je vais trouver le premier to-do qui correspond, le titre est égal au title passé en paramètre de ma fonction find. Okay. Le premier élément qu'on va trouver, c'est to-do 2, hein, dans mon exemple. Et qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas renvoyer une copie de ce to-do, ce que je faisais dans le passage par valeur, mais je vais renvoyer une référence vers ce to-do. D'accord? Donc, je vais créer à l'intérieur de ma fonction find une référence vers ce to-do 2. D'accord? Donc, j'aurai une référence vers un to-do 2 qui va être égal à to-do 2. OK? Et je vais retourner comme résultat de find cette référence. Et donc, bien évidemment, ma fonction d'appel, lors de l'appel de ma fonction find, je vais renvoyer une variable qui va s'appeler toUpdate. ToUpdate, c'est quoi? C'est bien donc une référence vers un to-do. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? ToUpdate va être créé comme étant une référence vers, ici, dans le cas présent, une référence vers l'objet to-do qui a pour valeur to-do 2. Donc, on est bien d'accord que ici, toUpdate va être une référence vers to-do 2. Et c'est cette référence qui va être passée à la fonction update. Et donc, dans la fonction update, vous allez ici, le premier paramètre, non plus un to-do, mais une référence vers ce to-do. OK. Et donc, toUpdate ici va être une référence vers donc to-do 2. Et donc, à l'intérieur de update, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler la fonction setTitle, qui va donc me modifier le titre. Et donc, comme toUpdate est une référence vers ici, bien évidemment, lorsque je vais modifier le titre de ma référence, je vais donc modifier le titre de ma donnée originale. Bien évidemment, cette écriture peut être simplifiée en un seul coup, une seule écriture, puisque c'est compatible. To-dos.find, machin chose, renvoie bien une référence et ma fonction update prend bien une référence, donc je peux l'écrire en une seule ligne si je veux. Ça ne changera strictement rien au principe, à part éviter la création de cette variable temporaire locale utilisée ici. OK? Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait ici. Donc voilà. Donc là, j'ai détaillé le code de mes deux fonctions find et le code de ma fonction update. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Rien du tout par rapport au code initial. J'avais ce même code précédemment pour la fonction find qui renvoyait une variable to-do. OK. Maintenant, elle renvoie une référence. Et j'avais ce même code pour la fonction update qui prenait en paramètre une to-do et non plus une référence et qui faisait un setTitle. OK. Maintenant, on comprend mieux ici, dans la lambda expression, à quoi correspond le const to-do et objet. Si j'analyse maintenant, maintenant qu'on sait à quoi ça correspond, on sait que c'est une référence constante vers un objet. Et puis, c'est évident. Dans ma lambda expression, que fait ma lambda expression? Ma lambda expression, elle va
prendre l'ensemble des objets constituant le vecteur to-12, puisque je vais entre begin et end de mon vecteur to-12. Donc, pour chaque objet de ce vecteur, je vais comparer son titre avec le title qui est passé entre les crochets. Okay. On est bien d'accord que j'ai besoin d'accéder à chacun de ces objets. J'ai besoin d'accéder au titre de ces objets. Donc, on comprend bien que ce sont des objets qui sont un tout petit peu complexes en termes de taille. Donc, on comprend bien que c'est plus rentable de passer une référence en paramètre de ma lambda expression. Mais comme on sait que je n'ai besoin que d'accéder au titre de l'objet et pas faire autre chose que ça, je prends toutes mes précautions en ajoutant le mot-clé const au début lors de la déclaration du paramètre référence vers un to-do. Et donc, à ce moment-là, ça s'éclaircit forcément pour tous ceux qui ne connaissaient pas ce que c'était une référence. Bien évidemment, j'aurais pu passer entre parenthèses, juste mettre to-do obj, et je refais des copies à chaque fois de mon objet, mais c'est quand même plus intéressant de passer une référence. OK ? Et donc, effectivement, si je fais le code de mon application, donc je recrée bien to-do, je crée bien mes 4 to-do, je les affiche, on voit effectivement que j'ai bien mes 4 to-do avec le troisième, qui est by beer. Je fais un find de by beer dans mes to-dos, stock dans la variable toUpdate, qui est donc une référence vers to-do, et j'affiche ce toUpdate. OK. Et on voit bien que j'ai trouvé by beer. La différence par rapport à précédemment, dans le premier cas où ça ne marchait pas, c'est que je n'affiche pas une copie ici de la donnée originale, mais j'affiche effectivement la vraie valeur, la vraie donnée originale, puisque toUpdate est une référence vers la case 2 de mon vecteur. Et donc, bien évidemment, je peux faire un update de la to-do toUpdate et lui mettre comme titre by water. Et puis, bien évidemment, comme toUpdate est une référence vers l'objet situé à la case 2 de mon vecteur, lorsque je fais un update, je change le titre en mettant by water grâce à la méthode setTitle, je vais bien effectivement modifier le titre de toUpdate, et toUpdate étant une référence vers le deuxième objet de mon vecteur, je modifie bien le titre de mon objet, de mon deuxième objet de mon vecteur. Et donc, lorsque je fais un serout de to-dos, on voit bien qu'effectivement, je modifie le titre de bywater de la tâche 2. Est-ce qu'on verra comment enregistrer et lire les valeurs pour les garder en mémoire? Qu'est-ce que vous appelez enregistrer et lire les valeurs? Enregistrer dans un fichier? C'est ça? Alors, oui, c'est non. Alors, la réponse est non, parce que c'est un oubli. C'est un oubli. Je vous fournirai les instructions. Je vous ferai un petit document que je mettrai sur le GitHub, ou que je vous enverrai pour lecture, écriture sur disque. Effectivement. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire. Je le rajouterai pour l'année prochaine. Mais je vous fournirai ce qui va bien. OK ? Donc maintenant, mon code est parfaitement fonctionnel pour modifier une to-do, d'accord, en utilisant des références. Et donc, ça veut dire que, alors, avant de passer au pointeur, ça veut dire que la règle, elle est simple. Quelle est la règle d'utilisation? C'est lorsque vous, pareil pour un exécutable et du graphique ou pas, pareil, pourquoi? Pour enregistrer sur disque? Oui, pareil. Bien évidemment, les méthodes pour écrire sur un fichier ou lire sur un fichier
sont exactement les mêmes façons. La partie graphique d'une application n'est que souvent l'utilisation d'un toolkit, d'une librairie graphique qui se rajoute comme surcouche du C++ et qui va faire appel à des widgets en plus. Ça ne change rien sur les fondements de base de la programmation C++. Donc là, la règle de base pour savoir comment utiliser la référence, c'est toujours se poser la question, je crée une fonction, cette fonction va prendre des paramètres en entrée ou va retourner des données. Si je n'ai pas besoin de modifier, j'utilise un passage par valeur, okay, pour des petits éléments. Dès lors que les éléments sont gros, systématiquement, je passe une référence. Si, en passant une référence, je veux modifier les variables, je peux le faire. Si je suis sûr de ne pas modifier les variables, à ce moment-là, je passe la référence en constante. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Okay. Troisième façon de faire, c'est des pointeurs. Alors, c'est un peu le problème, c'est que là, jusqu'à présent, ceux qui n'avaient pas vu les passages par valeur et les passages par référence, donc ceux qui avaient peu d'expérience en programmation C++, ils ont parfaitement compris la différence entre valeur et référence. Okay. Maintenant, je vais parler des pointeurs, et là, les pointeurs vont les obscurcir un tout petit peu, et ça va être un tout petit peu plus compliqué à comprendre. La règle que j'utilisais précédemment, passage par référence ou passage par valeur, c'est la règle de base que vous devez utiliser. Le passage par pointeur, c'est un passage qui est hérité par du C, et avec la possibilité de faire des pointeurs un peu plus intelligents en C++, qu'on appelle les smart pointers, mais c'est quelque chose qui est sûrement moins utilisé que tous les autres cas. D'accord ? La preuve, jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai écrit, je n'ai jamais parlé de pointeur. J'avais été obligé d'évoquer les références dans certains cas, ça on en verra plus tard, mais je n'ai jamais parlé de pointeur. Parce que globalement, on peut toujours, sans utiliser des pointeurs, grâce au passage par référence, aux références et grâce aux valeurs. Les pointeurs sont dans des cas particuliers, très utiles, mais souvent, on n'est pas obligé de s'en servir. Alors, démonstration. Qu'est-ce que c'est qu'un pointeur ? Alors, un pointeur, le concept de pointeur, c'est lié à la mémoire, et qu'on va y accéder grâce à des adresses. J'ai évoqué le fait tout à l'heure de l'opérateur adresse, là, qui permettait d'accéder à la mémoire. Et bien, un pointeur, c'est tout à fait ça. Les pointeurs, c'est un concept qui a fait arracher les cheveux à bon nombre d'étudiants pour arriver à comprendre ce concept. Et pourtant, c'est très très simple à utiliser dès lors qu'on a compris comment ça fonctionne. C'est un des moyens très très puissants de programmer à la fois en C ou en C++. Alors, c'est surtout un moyen très puissant de programmer en C, parce qu'en C, il n'y a pas la notion de référence. Et donc, on a pour faire comme on fait avec les références, pour éviter d'utiliser les pointeurs. OK. Et les pointeurs, et que même on pourrait dire que la référence est une sorte de pointeur. Je n'irai pas plus loin dans cette parenthèse pour pas vous embrouiller l'esprit. Mais disons que les pointeurs ont été définis pour permettre de manipuler des variables grâce à leurs adresses. Okay. Et le pointeur, en définitive, qu'est-ce que c'est ? C'est une variable. C'est une variable qui va stocker une adresse. Okay. Elle ne va pas stocker une valeur, elle va stocker une adresse. Okay. Donc c'est en ce sens-là qu'ils sont assez proches des références. Une référence, c'est quoi ? C'est une variable qui va être une référence vers un type de variable. Mais un pointeur, c'est une variable qui va stocker une adresse d'une autre variable d'un certain type. Okay. Donc démonstration. Alors, vous avez deux choses importantes. Vous avez comment je déclare un pointeur. Okay. Donc comment je vais déclarer ce pointeur. Et puis après, comment je vais l'utiliser, ce pointeur. D'accord ?
avec l'opérateur dit de déréférencement du pointeur. Donc, je déclare un pointeur sous la forme type étoile, hein, similaire à type et pour déclarer une référence. D'accord ? Ici, par exemple, je vais définir PTR qui est un pointeur vers un entier. Int étoile PTR. D'accord ? Je peux aussi le définir comme int espace étoile PTR aussi. Si je veux faire proprement, je le fais comme je fais comme ça. Ma variable, elle s'appelle PTR. Et puis, elle est définie comme un pointeur vers un entier. Une variable se doit d'être initialisée. Ce n'est pas obligatoire. À la différence des références, les références doivent être forcément initialisées à une certaine valeur. Un pointeur, on n'est pas obligé. Un pointeur, c'est une variable comme toutes les variables. On n'est pas obligé de l'initialiser. Moi, systématiquement, lorsque je déclare un pointeur, je l'initialise. Et vous avez une variable en C++ qui s'appelle nulPTR, qui est la valeur initiale, qui s'appelle nul. Donc, on va l'associer à l'adresse 0 de la mémoire. En gros, c'est ça. NulPTR vaut 0. D'accord ? Donc, ce qui permet, lorsque je veux programmer correctement et sans risque d'erreur, de définir un pointeur et de l'affecter à une valeur initiale nulle. Et donc, si je programme correctement, je vais pouvoir effectivement faire un test sur un pointeur, vérifier qu'il n'est pas égal à nul et qu'il a bien été initialisé à une autre bonne valeur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les initialise souvent à nul PTR lorsqu'on en a besoin. On peut aussi l'initialiser directement à une variable, ce qu'on verra aussi par la suite. Donc, dans le deuxième cas, je crée dans la ligne suivante, je vais créer une valeur entière, value, qui est égale à 42. Définition d'une variable de type entière de base, initialisée à 42. Et ce que je veux faire, c'est que je veux faire en sorte que mon pointeur va pointer vers cette variable. Okay ? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il suffit juste de lui dire que PTR, il faut se dire qu'un pointeur contient quoi? Contient une adresse. Okay ? Et donc, à ce moment-là, il suffit de dire que PTR est égal à l'adresse de value. Là, l'opérateur et qui est devant value, c'est l'opérateur d'adresse. Hein, ce n'est pas une référence. C'est là où vous avez souvent des fois des difficultés à comprendre les subtilités. C'est que si je ne parle que des références avec l'opérateur et, il n'y a pas de problème. Hein, si je parle éventuellement que des pointeurs avec l'opérateur et, il y a des fois pas trop de problème. Mais dès que je parle des deux, ben, vous ne savez plus lequel est lequel. C'est facile. Lorsque je reviens en arrière ici, là c'est l'opérateur référence. L'opérateur référence, il est collé à un type. Puisque ici, todo, c'est une référence vers todo. Okay ? Si je reviens ici, l'opérateur et n'est pas collé à un type. Il y a un égal devant. D'accord ? Donc cet opérateur et, il s'applique à value, et donc ça veut dire adresse de. D'accord ? C'est l'opérateur adresse of. Donc adresse de value. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'écris PTR égale adresse de value, ça veut dire que mon pointeur, qui contient donc une adresse vers un entier, va être initialisé à l'adresse de cette valeur entière value. Okay ? Et donc, si je regarde un peu mon petit schéma que j'ai fait à droite, lorsque j'ai défini int value égale 42, donc quelque part en mémoire, j'ai une case mémoire qui s'appelle value, okay, avec un minuscule d'ailleurs au passage, et qui contient 42. Si je regarde à quelle adresse il est à cette adresse-là. C'est l'adresse que lorsque j'ai fait l'exécution ici, alors d'ailleurs au passage, j'ai dû faire plusieurs fois l'exécution, c'est pas la même adresse. Hein, j'ai oublié de modifier. Alors, pardon, on va modifier. Ici, c'est hop, FEE B 17 C 9 F8. Voilà. Et la value avec une minuscule, ça sera mieux.
Donc, je crée ma valeur ANDValue égale 42 avec la valeur 42 dedans. Cette case mémoire, elle est à l'adresse ici, c'est 9F8 à la fin. Okay, je définis mon pointeur. Mon pointeur, c'est aussi une case mémoire, qui est ailleurs dans la mémoire, peu importe. Et je vais lui mettre à l'intérieur, via l'opérateur PTR égale adresse de value, cette valeur, c'est 9F8. Okay, donc, mon pointeur, case mémoire, contient une adresse et il contient cette FFEEB17, c'est 9F8. OK, c'est ce que je fais ici lorsque je l'affiche, mon cout, adresse de V et PTR. Donc on voit effectivement l'adresse de ma valeur, c'est bien cette case-là. Hein. L'adresse, la valeur de mon pointeur, PTR, c'est bien la même chose. Donc on comprend bien que PTR est une case mémoire contenant une adresse, et contenant l'adresse de quoi? L'adresse de value. D'accord? Alors, ces deux lignes-là, int étoile PTR, int étoile PTR égale nul PTR et int value égale 42, PTR égale l'adresse de value, je peux le résumer en une seule ligne. Je fais int étoile PTR égale adresse de value. Pas adresse de V, c'est adresse de value. Hop, ici je reviens. Donc, ça aurait pu être fait en une seule ligne. OK? Donc, lorsque j'écris int étoile PTR égale adresse de value, il suffit juste que j'ai défini int value égale 42 avant. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas de problème. Je définis un pointeur vers un entier et que j'initialise ce pointeur à une certaine adresse d'une variable qui est égale à un entière. On est bien d'accord que value et PTR sont forcément du même type. Je ne peux pas définir un pointeur vers un double et lui assigner un entier. Ou un pointeur vers une chaîne de caractères et lui assigner un float. OK? Bon, maintenant, alors, on peut imaginer, on peut voir le pointeur comme étant comme une référence. Hein. Mon pointeur, c'est aussi un alias vers la variable value. Hein. Puisque via le contenu de ce pointeur, c'est-à-dire l'adresse, hein, dans le pointeur, j'ai l'adresse, donc je peux, à partir de l'adresse, accéder d'une manière, je suppose, au contenu de la variable value. Donc on voit à ce moment-là que le pointeur, il est quand même assez similaire avec le concept de référence. Et donc comment j'accède à ma case mémoire? Comment je vais lire 42 ou éventuellement modifier 42 via mon pointeur grâce à un opérateur qui est l'opérateur de déréférencement. C'est l'opérateur étoile. D'accord? L'opérateur étoile qui me sert à déclarer un pointeur, il me sert aussi à lire ou modifier le pointeur. OK? Donc, vous voyez la différence? Ici, c'est int étoile PTR ou int espace étoile PTR. Mon pointeur, je le définis, il a un type avant. OK? Alors qu'ici, il n'y a pas de type avant. Donc là, ça, c'est la déclaration, ici, int étoile PTR. Alors qu'ici, le étoile utilisé dans ce cadre-là, c'est l'opérateur de déréférencement. D'accord? Déréférencer un pointeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller prendre l'adresse qu'il y a dans le pointeur, ici c'est 9F8, et via l'opérateur de déréférencement, aller lire le contenu de cette case mémoire. OK? Et donc, lorsque je fais étoile PTR égale 1337, je vais, dans mon pointeur, lire ce qu'il contient. Il contient une adresse C9F8. Via l'opérateur de déréférencement, j'accède à cette case C9F8. Et donc, j'accède à cette case mémoire, au contenu, soit en lecture, soit on le lit, soit on modifie. Je vais répondre à la question. Donc ici, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets 1337 ici. C'est équivalent à écrire value égale 1337. Que j'écrive étoile PTR égale 1337, ou que j'écrive value égale 1337, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc le étoile PTR
est équivalent à value, hein, du fait que PTR égale adresse de value. Okay, et donc là, je fais un affichage du contenu en relisant étoile PTR et je vois que finalement j'ai 1337 ici. Donc si on écrit adresse de value, il le prend où il y a une erreur. Là, il faut être plus précis dans la question. Si on écrit adresse de value où et comment? J'ai du mal à comprendre la question. Ah, là, j'écrirai adresse de value égale 1337. Non, non, ça c'est faux. Non, non. Là, la seule chose que je peux écrire, ça c'est équivalent à value égale 1337. Étoile PTR égale 1337. Quand je fais étoile PTR, je accède à la case mémoire. Donc je vais pouvoir la lire ou la modifier. D'accord? Si je veux la modifier via l'entier, ben j'appelle value. Okay, donc value égale 1337. Le adresse de value, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Si je le lis, si je ne fais pas et value, mais que je fais adresse de value, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est l'adresse. Hein, on est d'accord qu'une variable, une valeur d'une variable, c'est dans une case mémoire. Ce n'est pas l'adresse, c'est le contenu de l'adresse. D'accord? Donc l'opérateur adresse, il est utilisé uniquement ici lorsque je fais PTR égale adresse de value, ce qui me permet d'initialiser mon pointeur. À partir du moment où mon pointeur est initialisé, je peux accéder à la case mémoire, soit en passant par la variable, value égale 1337, ou cout value, soit accéder à la case mémoire en écrivant étoile PTR égale 1337, ou en lisant égale cout étoile PTR. OK? Là, on est dans le concept de pointeur. Hein. Le pointeur, on va l'utiliser. Alors, je vais passer vite. Ça c'est. Alors, je vais passer vite là-dessus. Je voudrais juste. Alors, ça, c'est. Alors, je passe en 1 minute et je veux juste présenter l'appel des fonctions avec des pointeurs pour vous montrer les temps. Donc, on peut créer. Les pointeurs sont utilisés principalement pour faire de l'allocation dynamique, avec des opérateurs new et delay qui vont permettre de créer de la mémoire, d'accord, dynamiquement à l'exécution, comme on faisait avec des vecteurs, mais de manière un peu plus bas niveau. Ok. Le problème de la gestion manuelle de la mémoire, c'est que vous avez pouvoir des fuites mémoire. Il y a plein de cas où il y a des fuites mémoire, et donc vous allouez de la mémoire que vous ne rendez pas au système, et donc si vous itérez ça pendant plein de fois, vous risquez d'avoir des graves soucis de plantage, éventuellement, ou de saturation de la mémoire. Donc, je passe dessus, on n'a pas besoin. Vous avez donc en C++ des moyens un peu plus évolués pour faire la gestion mémoire, c'est ce qu'on appelle des smart pointers. Okay, les smart pointers, il y en a plusieurs depuis C++ 11 qui vont vous permettre effectivement de vous affranchir de gérer la mémoire manuellement, et donc ils vont faire plein de choses pour vous. Je passe sous silence, c'est pas mon problème ici, je veux juste arriver, voilà, au passage par pointeur. D'accord? Le passage par pointeur, et donc il me reste 5 minutes, ça va être bien pour le faire. Le passage par pointeur, on va utiliser non pas un passage par valeur ou un passage par référence, on va utiliser un pointeur. Okay, on va passer un pointeur qui soit un pointeur basique, comme je vous ai présenté, ou un smart pointer, c'est exactement la même chose. D'accord? Et donc, on va lui spécifier dans le paramètre. Donc, je vois ma fonction, je prends un exemple ici très basique, je crée une fonction foo qui va me prendre un pointeur sur un entier. Et on le voit effectivement, y est défini comme étant un pointeur sur un entier. De la même manière que j'avais défini mon pointeur int étoile PTR, ben ici je définis que mon paramètre c'est un pointeur vers un entier. Et dans le code de ma fonction, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais accéder à mon pointeur, d'accord? Et je vais accéder via l'opérateur de déréférencement, donc étoile, donc ici, donc le étoile ici c'est l'opérateur de déréférencement, qui va me permettre d'accéder à la case mémoire, et donc je vais pouvoir modifier et ici mettre 10
par exemple dans ma case mémoire. Okay, donc démonstration. Ici, voici un exemple. J'ai fait une fonction foo qui va prendre un pointeur vers un entier et qui va prendre une valeur. D'accord? Qu'est-ce que je fais dans cette fonction? Cette valeur qui est passée en argument, je la mets via l'opérateur de déréférencement dans data. Okay, et donc, j'appelle ma fonction. Donc, je fais une première variable x égale 42, je fais une deuxième variable y égale 666. Alors, celui-là, je vais pas y passer, je vais passer sous silence puisqu'on n'a pas vu l'allocation dynamique, mais je crée, peu importe, j'y passe. Là, et voilà. Je fais, c'est l'appel qui va m'intéresser ici. J'appelle ma fonction foo. OK. Et ma fonction foo, qu'est-ce que je fais? Il faut que je lui passe un pointeur. Hein, ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Alors, je vais le faire, passing par pointer. On va le faire là. On va faire un sublime pour vous expliquer la différence. Passing by pointer. Je modifierai mon cours pour vous le mettre en détail. Ce que j'aurais dû faire, c'était ça. C'est que j'aurais dû faire int étoile PTR. Et ce pointeur, je vais le mettre sur X. OK? C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Et puis derrière, je fais un foo de PTR, virgule, et puis la nouvelle valeur Y. Okay. Donc, si j'écrivais ça, donc on est d'accord, je crée un pointeur PTR, qui est un pointeur vers un entier. Ce pointeur, je dis qu'il est égal à l'adresse de X. Donc, c'est exactement le même cas que j'ai présenté tout à l'heure. J'avais un pointeur qui était adresse de value. OK? Et donc, à ce moment-là, je peux appeler ma fonction foo. Parce que ma fonction foo, elle prend quoi? Elle prend un pointeur vers un entier. Alors, autant pour moi, autant le faire proprement. Voilà. Ma fonction foo, elle prend un pointeur vers un entier. Donc, elle peut prendre PTR comme premier. Et en deuxième paramètre, elle prend un entier, elle peut prendre Y. Okay, souvent, on n'écrit pas ça. Hein, c'est comme quand on faisait un appel de fonction avec une référence, on ne crée pas la référence et on passe spécifiquement le bon argument à la fonction. Et c'est ce que je fais ici. Hein. Vous êtes bien d'accord avec moi que lorsque j'appelle foo de parenthèse adresse de x, virgule y, le adresse de x, c'est bien un pointeur implicitement comme ça. D'accord? Donc, plutôt que de créer un pointeur et l'associer à cette adresse de x et passer ce pointeur en paramètre, je passe directement l'adresse à ma fonction foo. Okay, et effectivement, c'est ce que je fais. Et lorsque j'affiche x, ben, je suis passé de 42 à 666. OK? Donc, tout va bien. Dans le cas, alors, je vais continuer en vitesse, il me reste une minute. Play slideshow window. Et si j'avance, voilà. Donc, je veux juste finir, je prends 3 minutes pour finir ça, et puis je vous libère. Est-ce que j'utilise des références ou des pointeurs? Donc, globalement, le résultat, il est le même. Si j'utilise une référence, je peux modifier la valeur passée en référence. Si j'utilise un pointeur, je peux aussi modifier les valeurs. Okay, la différence, elle est simple. C'est la façon dont on va les utiliser par la suite. La référence est une référence vers une variable. Donc, elle doit être initialisée lorsque l'on crée la variable, lorsqu'on crée la référence. Et après, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un resetting, c'est-à-dire un changement de siège. Vous ne pouvez pas affecter votre référence à une autre variable. Votre référence, elle vit, elle dure autant de temps que la variable pour laquelle elle est référence. Okay, les références ne peuvent pas être nulles et les références sont automatiquement déréférencées. C'est-à-dire que lorsque vous créez une référence Y vers un autre entier, vous appelez Y et en appelant Y, vous avez la valeur de l'entier. Okay. Dans les pointeurs peuvent être créés et initialisés n'importe quand. Vous pouvez créer un pointeur à un instant donné, l'initialiser plus tard, il n'y a pas de souci. Vous pouvez réinitialiser un pointeur autant de fois que vous voulez. Votre pointeur peut être un pointeur vers un entier X, puis après venir un pointeur vers un entier Y. Il n'y a pas de problème. Votre pointeur il peut être égal à nul, alors que les références ne peuvent pas. Et puis par contre, ce n'est pas automatiquement déréférencé, vous devez utiliser l'opérateur étoile pour accéder au contenu de la variable. D'accord ? Donc, quand est-ce que vous utilisez des références et quand est-ce que vous utilisez des pointeurs?
Hein. En C++, c'est utiliser les références dans tous les cas où vous pouvez utiliser des références. Et vous n'utilisez les pointeurs que lorsque vous ne pouvez pas utiliser de références. D'accord? Parce que les références sont plus simples à utiliser en C++ et elles ont été conçues pour le C++ pour remplacer un peu certains défauts que peuvent donner les pointeurs. Et donc, vous utilisez les pointeurs dans tous les cas où vous ne pouvez pas faire autrement. Il peut y en avoir. Hein. Un jour ou l'autre, vous serez peut-être amené à vous trouver dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, posez-vous la question d'utiliser plutôt des smart pointers qu'on n'a pas vus, on n'a pas eu le temps de voir là, et plutôt que les pointeurs de base, hérités du C. Les smart pointers ont des atouts plus importants. Si je vous montre, pour finir, il est 12h02, donc dans une minute j'ai fini. Voici ma classe to12 avec mes deux fonctions find et update utilisées ici avec des références, celles qui fonctionnaient bien tout à l'heure. Hein. Comment je fais pour utiliser des pointeurs? Tout simplement, donc là ici je l'ai fait avec des pointeurs de base. Hein. Et donc en gros, j'ai remplacé chaque fois où j'avais besoin d'une référence, j'ai remplacé par un pointeur. Donc vous avez ma fonction find qui va non plus, ma fonction find qui va non plus renvoyer une référence vers un to-do, mais un pointeur vers un to-do. Et puis ma fonction update qui va non plus prendre une référence vers mon to-do. Après, dans le code, c'est exactement le même appel. Et si vous voyez l'intérieur, alors vous avez des toutes petites modifications. La première modification, c'est au niveau de find. Alors je l'appelais find 2, puisque je l'ai mis dans le code avec un pointeur, alors que l'autre find normal, c'est avec une référence. Vous avez le même find if ici. La différence, c'est que comme je dois retourner un pointeur, je dois retourner une adresse. Un itérateur, ce n'est pas une adresse. Donc il faut que je trouve où est l'objet. D'accord? Quel est l'index de l'objet? Donc j'utilise la fonction distance qu'on a déjà vue. La fonction distance, elle me permet de calculer l'index de mon objet. Donc, en l'occurrence, ici, dans mon exemple, c'était le to-do 2, l'index 2. Donc, index va être égal à 2. Et ce que je fais, j'utilise l'opérateur at, donc qui me permet d'aller à la case 2 de mon vecteur to-12 et je renvoie l'adresse de cette case 2. Et donc, c'est effectivement le pointeur vers mon objet 2 de mon vecteur to12. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué à utiliser les pointeurs. Et lorsque j'appelle la fonction update, qui va prendre un pointeur ici, et donc en prenant un pointeur, j'accède via les objets, j'accède les fonctions membres de cet objet qui est un pointeur, non pas avec l'opérateur point, mais avec l'opérateur inférieur-supérieur qui représente une flèche. Ici, c'est un changement d'écriture dans le code lorsqu'on utilise des pointeurs. Et puis ça donne exactement, bien évidemment, le même chose et le même code. Et j'ai remplacé ici le buy beer par buy champagne, puisque c'est une façon différente de modifier le titre. Donc voilà, j'ai fini. Là, je finis ici. Donc, en disant que vous avez plusieurs moyens de passer des arguments à une fonction à partir de C++ 11, hein, pour être sûr. Vous avez passage par valeur, passage par référence, passage par pointeur, et donc depuis C++ 11, passage par des smart pointers intelligents. Et ça dépend, le choix dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez changer l'objet, utilisez des références ou des pointeurs. Si vous ne voulez pas changer l'objet et que cet objet est de taille conséquente, utilisez une référence constante. Hein, on oublie les pointeurs dans ce cas-là. Et puis dans tous les autres cas, utilisez des valeurs, en particulier pour tous les types de base. Et voilà, j'ai fini un peu d'accélérer à la fin. S'il y a des gens qui ont des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Je peux reprendre en détail un certain nombre de choses avec vous, en particulier des TD qu'on va continuer à avoir et dans lesquels vous allez utiliser ce genre de choses. Merci à vous, bon appétit et puis à très bientôt pour la suite. À tout à l'heure pour ceux que je vois cet après-midi.